Note sur Laclos et les liaisons dangereuses ***** texte prepared by Claire Ratti, Hélène de Mink, and the online distributed proofreading team, http://www.pgdp.net from page image generously made available by Internet Archive / Canadian Libraries, http://archive.org/details/Toronto Note, Image of the original page are available through Internet Archive. Si http://archive.org/details/noter sur Laclos 00 bois note sur Laclos et les liaisons dangereuses, droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays, y compris la Suède et la Norvège. Jacques de Bois-Josselin et Georges Mossé notent sur Laclos et les liaisons dangereuses, Paris Pessevin et Euré, libraire 8, boulevard des Italiens, 8904 achevé d'imprimer le 20 février 1904 par Blais et Roy à Poitiers pour Pessevin et Euré libraire à Paris Tably. Laclos note sur Laclos 5.2. Les liaisons dangereuses, Laclos moraliste 19.2. Le Monde 23.3. L'art 25.4. Les caractères 29v. L'humanité 35.6. Les liaisons dangereuses et la Révolution 38 appendice 43 Laclos la nature fait le mérite et la fortune le met en œuvre. La Rochefoucauld, Maxims, 53. L'auteur des liaisons dangereuses ne fut point un persécuté de la fortune, pas davantage un favorisé. L'obscurité de sa vie, et la célébrité de son œuvre, ses talents incontestés, son génie, comme on disait alors, génie inquiet et inquiétant, sa condition subalterne et son influence dans la politique louche d'un parti décrié, rien de tout cela, chose singulière, n'avait attiré sur le personnage l'attention de la postérité. Mais aujourd'hui que l'étude des Mureș de l'Ancien Régime jette sur la Révolution une clarté plus vive, Laclos le moraliste apparaît enfin sous l'auteur du « mauvais livre ». Le peu qu'on a dit de lui, le peu qu'il a laissé dénote une âme ferme, un esprit grave, fin, pénétrant, une intelligence froide, tendue vers l'action. S'il avait rempli tout son mérite, selon l'expression du cardinal de Retz, il se serait illustré par quelque œuvre de politique ou d'histoire, comme Rousseau ou Montesquieu, peut-être par des formules impérissables, comme La Rochefoucauld, Vauvenargues ou Chamfort. Ou bien, entré dans les faits, il aurait éclaté au centre même de l'histoire, et non en marge, il était digne de jouer un rôle de premier plan et non de comparse, dans ce drame grandiose et sombre de la Révolution française. L'observation des Mureș de son temps fut sa première étude, et il en est sorti son unique livre, qui est aussi un livre unique, le poème brutal de la corruption contagieuse. Plus tard, en 1791, il fut précisément, par une sorte de fatalité, l'un des promoteurs de la seule émeute qui n'ait pas réussi, pendant la période révolutionnaire. Il a souffert les persécutions communes à cette époque. Il s'est réfugié dans l'armée, sa carrière, il y a atteint les grades supérieurs, suffisant aujourd'hui pour l'amour-propre, alors primé par la gloire de gouverner. Parmi les documents en petit nombre qui le révèlent, le plus proche consiste dans les renseignements qu'il a donnés lui-même aux agents de son arrestation sous la Terreur, et dans l'impression qu'ils en ont consignée en leurs procès-verbaux. C'est là qu'il se peint lui-même plus nettement que dans son œuvre, où se montre seule sa mentalité. Mais cette mentalité même, comment se fait-il que, ni de son temps ni d'une autre d'eux, elle n'ait piqué la curiosité de la critique ? Comment s'expliquer le silence des biographes devant cette figure si originale ? Pourquoi n'a-t-elle pas tenté l'érudition d'un Sainte-Beuve, ou la sagacité plus fourreteuse d'un Monselet ?
Une des rares sources où puiser est la correspondance de Grimm qui, comme on le sait, n'avait qu'une publicité restreinte. Heureusement la source est claire. Grimm assez fréquemment fait mention de Laclos, mais il est à peu près le seul, et le « monstrum » des liaisons dangereuses est resté jusqu'ici dans la pénombre injuste des « oubliés » et des dédaignés. 2 Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos naquit à Amiens en 1741. En 1759 il fut officier d'artillerie. Voilà son groupe marqué, sa base pour prendre l'essor. Il est le militaire homme de lettres, un type du temps, le personnage régnant, comme disait Taine, à qui s'adressent les travaux de l'esprit, et qui répond par des œuvres de science ou de littérature. Selon l'étage social, c'est Monsieur de Boufflers, dont les contes et l'amour fidèle édifièrent le grand monde, le chevalier de Bonnard, autre poète que Madame de Genlis fit renvoyer du palais royal, après l'y avoir introduit, le chevalier de Bertin, élégiaque et idyllique, puis 2 autres, hantés par des préoccupations plus fortes, Carnot, Bonaparte. Au siècle suivant on ne trouvera plus que Paul-Louis Courier et un peu Stendhal, encore dans l'intendance. Laclos fait de petits vers. On cite de lui une « Épître à Margot », qui fit quelque bruit en 1774, sous le règne de Madame du Barry. En 1777 il fait représenter un opéra comique, Ernestine, tiré d'un roman de Madame Riccoboni. Les paroles ont été revues par un faiseur du temps nommé Desfontaines. La musique était du fameux mulâtre le Chevalier de Saint-Georges, que Grimm appelle « un jeune Américain plein de talent, le plus habile tireur d'armes qu'il y ait en France, et l'un des coryphées du concert des amateurs ». En 1778, Laclos est versé dans le génie, il est capitaine à 37 ans. On l'envoie construire un fort à l'île d'Aix. C'est l'année de la mort de Voltaire et de Rousseau. Turgot depuis 2 ans n'est plus au ministère. Laclos évidemment écrit, converse avec les lettrés que recèle la province, il est membre de l'Académie de La Rochelle. Sans doute, en ses loisirs, il conçoit, médite son roman qui paraîtra en 1782. Un ouvrage de cette envergure est écrit bien avant d'être publié, et longtemps porté dans la tête, aussi faut-il y voir un tableau des muresses de la société dans les premières années du règne de Louis XVI, peut-être les dernières de Louis XV. Les liaisons dangereuses parurent donc en 1782 et le succès en fut rapide, puisque Grimm en rend compte dans un long article dès le mois d'avril de la même année, Grimm, 11, p. 81. Le genre de célébrité que décernait Grimm n'était pas l'opinion qu'un critique donne au public, de son autorité propre. Grimm écrivait à des souverains du Nord et à des princesses en Allemagne, il leur envoyait l'opinion de Paris, et sur les sujets seulement dont Paris s'occupait. Son article sur Laclos est courtois, abondant, admiratif et sévère. Il l'appelle le « Rétif de la bonne compagnie », en souvenir de Rétif de la Bretonne qu'on a surnommé le « Rousseau du ruisseau ». Il signale la vérité des peintures, mais ne croit pas que le dénouement justicier puisse en compenser le dangereux attrait. C'est d'ailleurs l'esthétique courante, ne faites pas vrai, le vrai est immoral. Malgré ses réserves, Grimm, observateur un peu sec, mais critique avisé, eut le sentiment de la supériorité de l'artiste, et s'intéressa à lui. Il ne laissa rien passer de Laclos sans le noter avec éloge, sans lui faire, comme on dirait aujourd'hui, un bout de réclame. Il parle en 1783 d'un volume de poésie fugitive, c'était des verbadins à la façon de Voltaire. Il relate en mai 1784 l'impromptu de la pomme 3, il raconte au long en 1785, août, dans quelles circonstances Laclos improvisa l'épitaphe de Lemierre, qui n'était pas mort, mais Grimm s'honore en prenant la défense du poète au vers rocailleux, noble poète cependant, habituel objet des railleries d'une société de puristes qui n'écrivent point. Voici cette épitaphe où Laclos a enchâssé le fameux vers gravé sur la porte de l'arsenal de Toulon,
passant, entrant cet antre et pleure sur ce roc un rare et grand auteur qui passa la Noironde, ravi d'avoir avant, tiré de son estoc, le trident de Neptune et le sceptre du monde. En 1786, Laclos adresse une lettre à l'Académie française qui avait mis au concours l'éloge de Vauban. Vauban était un de ses opposants de Louis XIV que le siècle suivant recueillait pieusement, entouré de respect affecté. L'Académie, qui, depuis Voltaire, Duclos et Condorcet, était la forteresse des intellectuels, avait cru bien faire de provoquer un éloge du guerrier philanthrope. Mais Laclos est un homme que la gloire n'éblouit pas, d'autre part, il est ingénieur, il peut juger un confrère même illustre. Il ne concourt pas, mais il prie l'Académie de remarquer que Vauban n'est ni infaillible ni intangible. Ce qui est caractéristique, c'est que l'Académie était alors considérée comme un Sénat chargé d'encourager les études de la nation sur les murès et les lois. C'est, déjà 8 ans avant Brumaire à N4, la classe des sciences morales et politiques de l'Institut. Enfin, en 1787, on publie une assez longue pièce de vers d'un officier d'artillerie sur Oroman et Zahir, badinage assez gracieux, mais un peu prolixe et sans grande valeur. Entre-temps, et dès le mois de mars 1783, Laclos avait tenté d'aborder un sujet plus vaste, l'éducation des femmes. C'était une question mise au concours par l'Académie de Chalon-sur-Marne. Il dut probablement se voir déjà, comme Rousseau devant l'Académie de Dijon, célèbre du jour au lendemain, et il se mit à la besogne. Comme tout le monde alors, il soutenait la thèse du retour à la nature. Après la Chine et l'Inde, dont l'Antiquité devait faire pâlir la Bible, ce que le XXe siècle aimait le plus, c'étaient les sauvages. J.J. Rousseau domine ici au détriment de Buffon et de Voltaire lui-même, de Voltaire civilisé, entaché de métaphysique, et qui veut absolument qu'il y ait une morale universelle. Laclos allait droit à l'amour libre, à la douce apathie des hommes sur le sein de la nature. Mais il s'arrêta court, on ne sait pourquoi, et le mémoire ne fut ni terminé ni publié. À ce moment, le monde, les vers de société, la gloire littéraire le réclamaient, et pendant plus de 6 ans l'officier d'artillerie traîna dans les salons de Paris sa muse et ses espérances. Au début de l'année 1789, il fut nommé secrétaire surnuméraire des commandements du duc d'Orléans. C'est là, autant qu'on peut juger des destinées, c'est à ce tournant de sa vie qu'il fut décidé que cet homme n'aurait pas d'action prépondérante sur les événements. À la veille d'un bouleversement politique qu'il n'avait su ni prévoir ni attendre, ce lien, cette livrée plutôt, le frappait d'incapacité pour les grands rôles dont la Révolution allait disposer. C'est à Madame de Genlis que Laclos dut son emploi, semble dire Michelet, qui relate les patronages des gens de lettres, Beaumarchais chez Mesdames, Chamfort chez le prince de Condé, Laclos chez Madame de Genlis, etc. Michelet qui visiblement, de par l'hérédité et la tradition, avait gardé la terreur superstitieuse du « livre tristement célèbre », que peut-être il ne lut jamais, Michelet montre les intrigues du duc d'Orléans, et devant les fenêtres du palais royal, j'y vois distinctement, dit-il, une femme blanche, un homme noir. 4, ce sont les conseillers du prince, le vice et la vertu, Madame de Genlis, et Choderlos de Laclos. Monsieur Champion, en citant cette phrase, ne craint pas d'affirmer que Michelet a dit une bêtise pour le plaisir d'une banale opposition. C'est être un peu tranchant, car la citation est écourtée, le grand historien ne s'en tient pas à son antithèse, il précise son ironie, dans cette maison où tout est faux, la vertu est représentée par Madame de Genlis, sécheresse et sensiblerie, un torrent de larmes et d'encre, le charlatanisme d'une éducation modèle, la constante exhibition de la jeune Pamela. Dès 1789, Laclos avait collaboré à la Galerie des États généraux, c'est là qu'il publia entre autres un portrait curieux et piquant du chevalier de Boufflers, qu'il appelait Fulbert. 5.
Son nom fut mêlé aux événements des 5 et 6 octobre, mais on ne connaît pas exactement la part qu'il a pu prendre à ces événements. Comme son maître le duc d'Orléans, il s'était affilié aux Jacobins. L'homme noir, qui est au bureau, qui sourit d'un air si sombre, c'est l'agent même du prince, dit Michelet, qui plus loin l'accuse nettement de distribuer aux émeutiers l'argent du duc d'Orléans. Les Jacobins décident qu'un journal sera créé pour publier par extrait la correspondance de la société avec les départements. C'est Laclos qui est chargé de le rédiger sous le nom de « Journal des Amis de la Constitution ». Un tel journal, dit Michelet, était une véritable « dictature de délation ». Il attaquait violemment le cercle social de Fauchet et Bonneville et ses attaques, ajoute l'historien, étaient un indigne manège par lequel le parti orléaniste cherchait la popularité dans des fureurs hypocrites. Mais l'œuvre capitale de Laclos, qui fut en même temps son testament politique, c'est la pétition du Champ de Mars. Après la fuite à Varennes, l'Assemblée n'avait rien statué sur Louis XVI, elle avait voté des mesures préventives contre une désertion possible du roi. Folle assemblée de tant d'hommes sages, qui délivré d'un roi le remettait sur le trône pour ne pas renoncer à sa constitution. Mais ici il convient de citer Michelet textuellement, moins à cause de l'exactitude que de la beauté du tableau. L'homme du duc d'Orléans, Laclos, qui présidait ce jour-là aux Jacobins, demanda qu'on fît à Paris et par toute la France une pétition pour la déchéance. Il y aura, dit-il, j'en réponds, 10 millions de signatures, nous ferons signer les enfants, les femmes. Il savait bien qu'en général les femmes voulaient un roi, et qu'elles ne signeraient contre Louis XVI qu'au profit d'un autre roi. Un grand flot de foule envahit la salle. Madame Roland dit que c'étaient les aboyeurs ordinaires du palais royal avec une bande de filles, probablement une machine montée par les orléanistes, pour mieux appuyer Laclos. Cette foule se mit sans façon dans les rangs des Jacobins pour délibérer avec eux. Laclos monte à la tribune. Vous le voyez, dit-il, c'est le peuple, voilà le peuple, la pétition est nécessaire. Point. Et plus loin, après le départ de Danton, restent face à face Laclos et Brissot, c'est-à-dire l'orléanisme et la République. Laclos ayant, dit-il, mal à la tête, laisse la plume à Brissot qui la prend sans hésiter. Il met en saillie les deux points de la situation, un o le timide silence de l'Assemblée, deux o son abdication de fait, enfin la nécessité de pourvoir au remplacement. Arrivé là, Laclos sortant de son demi-sommeil arrête un moment la plume rapide, la société signera T.L., si l'on ajoute un petit mot qui ne gâte rien à la chose, remplacement par tous les moyens constitutionnels. Ces moyens qu'étaient-ils sinon la régence, le dauphin sous un régent? Ainsi Laclos trouvait moyen d'introduire implicitement son maître dans la pétition. Soit légèreté, soit faiblesse, Brissot écrivit ce que Laclos demandait. Point. Mais la supercherie de Laclos est arrêtée au passage par Bonneville de la bouche de fer, on signa d'innombrables noms par 50 feuilles, l'Assemblée, qui se sent menacée, suspend par un décret le pouvoir exécutif jusqu'à l'acceptation de la Constitution. C'était couper court à tout pétitionnement, rétablir Louis XVI. Les événements se précipitent, Bailly proclame la loi martiale. C'est l'autorisation du massacre du Champ de Mars, c'est la fin de la vie politique de Laclos. 4. Il ne s'abandonnait pas. Il avait donné sa démission d'officier en 1791, avant la pétition, il la reprend en 1792, il est nommé chef de brigade, adjoint à Luckner, le général en chef contre l'Allemagne. Il rentre à Paris en 1793. Arrêté avec édalité, il est incarcéré à la force. C'est de là qu'il écrit au comité du gouvernement pour leur soumettre des plans de réforme et des projets d'expérience sur une nouvelle espèce de projectile. Relâché, il fait ses essais à Meudon et à La Fère, avec quelques succès, paraît-il.
Peu après, il est nommé gouverneur des établissements du Cap. Pourquoi n'y va-t-il pas? On ne sait. Mais voici que ce gouverneur, ce maréchal de camp, tout à coup voit entrer chez lui la force armée. Seconde arrestation, septembre 1793, il est emprisonné à Picpus. Le désordre du temps, de toutes ces administrations qui se croisent et qui, chacune dans sa sphère, agissent, rédigeant, enquêtent avec minutie, éclate à la lecture des procès-verbaux transcrits consciencieusement par des illettrés, qui disposent de la liberté, de la vie des premiers hommes de la nation. Là nous apprenons, et de Laclos lui-même et de ses geôliers, divers détails de famille et de fortune, qu'il est marié, qu'il a 2 enfants, l'un de 9 ou 10 ans, l'autre de 5 à 6, qu'avant la Révolution son revenu se composait de 1800 litres de rente de la succession de son père, plus de 4 à 6 000 litres du chef de sa femme, plus ses appointements d'officier. En 1789, en plus 6 000 fr d'appointement du duc d'Orléans réduit en 1790 à 4 000, puis à 3 000, et supprimé le 1er octobre 1792. Au 1er juin 1791, il a obtenu une pension de retraite de 1200 à 1400 livres de rente, son revenu actuel est de 1000 à 1200 L, ayant vendu le reste dans le dessein d'acquérir un fonds d'industrie qui le mette à même de faire vivre sa famille. Est-ce un faiseur? Nullement. Comme presque tous les hommes de ce temps, il tient les métiers pour égaux, il ne se fie pas uniquement au budget. La captivité dure près de 9 à 10 mois, il sort de prison, comme tant d'autres, au lendemain de Thermidor. Thermidor ne fut pas, du moins au début, une réaction, ce fut une reprise du pouvoir et des places par tout ce qui n'était pas robespierriste. À ce moment il n'y a plus rien contre Laclos. Il est du monde révolutionnaire, du personnel des 5 grandes années. Pour vivre, vraisemblablement, il dut continuer l'ouvrage du juré Villatte, les causes secrètes de la Révolution du 9 Thermidor. On ne sait guère de lui d'autres écrits contre-révolutionnaires. Quelque temps après, il est nommé par le Directoire secrétaire général de l'administration des hypothèques. Ce n'était pas là un emploi pour ses facultés, et la même année il est envoyé comme général de brigade à l'armée du Rhin. C'est la sévère armée de Moreau, en parfait contraste avec les bandits de l'armée d'Italie, qui a fait les campagnes de l'an 4 racontées par l'archiduc Charles. Sous le consulat, sans date exacte, il est inspecteur général de l'armée du sud de l'Italie, non plus l'armée de MacDonald, dispersée en 1799 par les Russes à la Trébie, mais une autre qui opère concurremment avec l'armée consulaire de Marengo. Le 5 novembre 1803 il meurt à Tarente. Sentant venir sa fin, il écrit au premier consul une lettre touchante, où il recommande sa femme et ses enfants. Le portrait de Laclos est à Versailles 6, salle de la Révolution, en costume de général. Elle, homme noir, est rouge d'habit et de figure. Dans son uniforme, il n'a pas l'air militaire, très rare alors. Son port de tête déjeté, renversé, méditatif, n'est pas d'un personnage officiel, c'est celui d'un lutteur, d'un homme de volonté. Sous le flegme du visage, une ardeur concentrée. Les traits inharmoniques, point d'aménité, mais rien non plus de l'air rogue ou de la morgue des gens en place. Aucune élégance, une personnalité irrécusable. Les yeux translucides dardant une flamme étrange, la même qu'on rencontre au portrait de Schopenhauer. Les 2 intelligences pénétrantes, le grand philosophe de l'humanité en général, et l'observateur aigu d'une société spéciale et compliquée ont le même regard attentif. The proper study of mankind is man. Pope. 2 Les liaisons dangereuses, les muresses qui règnent aussi impérieusement que les lois. Montesquieu. Il a clos moraliste abans sua feta libelli, a dit Trancianus Moru.
Voici un roman moral qui a longtemps passé pour le plus immoral des romans, un ouvrage où il n'y a pas l'ombre d'indécence, qui figure encore dans la littérature érotique du XXe siècle, entre le sofa de Crébillon le fils et les amours du chevalier de Faublas. L'auteur a suivi le sort de son livre. Jamais il n'a été tenu pour ce qu'il est en réalité, c'est-à-dire pour un moraliste. Il n'est ni un grand écrivain ni un penseur profond, mais il a fait une œuvre d'observation, d'enseignement, de moralité. C'est rendre service aux muresses, dit-il dans sa préface, que de dévoiler les moyens qu'emploient ceux qui en ont de mauvaises pour corrompre ceux qui en ont de bonnes points. Remarquons ce mot de moyen, le vice, en effet, a une méthode. Laclos a voulu prouver, que, toute femme qui consent à recevoir dans sa société un homme sans muresse finit par en devenir la victime, qu'une mère est au moins imprudente, qui souffre qu'une autre ait la confiance de sa fille, que l'amitié que les personnes de mauvaise muresse paraissent accorder si facilement aux jeunes gens de l'un et de l'autre sexe, n'est jamais qu'un piège dangereux. Le fond c'est qu'il ne faut pas faire de mauvaises connaissances. Il prévoit l'indignation que soulèvera son livre, les hommes et les femmes dépravés auront intérêt à décrier un ouvrage qui peut leur nuire, et comme il ne manque pas d'adresse, peut-être auront-ils celle de mettre dans leur parti les rigoristes alarmés par le tableau des mauvaises muresses qu'on n'a pas craint de présenter point. C'est d'ailleurs ainsi qu'on a toujours condamné non seulement les ouvrages libres, mais encore toutes les œuvres hardies, qu'elles attaquent un travers, un préjugé, un vice ou une institution. L'auteur est toujours accusé de calomnier ses contemporains ou de spéculer sur le scandale. Toute vérité n'est pas bonne à dire point. Ou plutôt, aucune vérité n'est bonne à dire, ou, le mensonge seul est moral. Pour inspirer l'horreur du vice, il faut le dépeindre, moyen trop sûr de le faire aimer, et d'être soupçonné de le mettre en pratique. Les biographes de la Restauration qui parlèrent de Laclos, ils sont d'ailleurs peu nombreux, ne manquèrent pas de le confondre avec ces personnages encore qu'il ait eu, semble-t-il, des muresses plutôt sévères. Les générations nouvelles connaissent peu Monsieur Nisard, illustre critique en son temps. Il est resté de lui la théorie des deux morales, acte de courtisanerie envers le Second Empire. Dans son livre, d'ailleurs spirituel et même érudit, des poètes latins de la décadence, il attaqua Juvénal lui-même. Il imputa au grand satirique une secrète complaisance pour les vices qu'il flagelle. Les liaisons dangereuses, imprimées en mars 1782, eurent dès le mois suivant une célébrité européenne. Grimm en Laclos vit tout de suite un maître. L'article de la correspondance, tome 11, p. 81, Paris, Furnes, 1830, n'est pas de Diderot, qui à ce moment n'écrivait plus. Il est de Grimm, de sa froide sagesse. Le critique ne s'étonne point de l'empressement avec lequel on a reçu cet ouvrage, qui montre avec tant de naturel le désordre des principes et des muresses. Il faut s'étonner encore moins de tout le mal que les femmes se croient obligées d'en dire. Comment un homme qui les connaît si bien et qui garde si mal leurs secrets ne passerait-il pas pour un monstre ? L'auteur n'a pas osé se dispenser de faire justice de ces personnages, mais peut-on présumer que ce soit assez de morale pour détruire le poison répandu dans 4 volumes de séduction ? Les dénouements sont des accidents tant qu'ils ne découlent pas, de toute nécessité, du caractère des personnages et de leurs actes, c'est là un reproche qu'on ne peut pas faire à Laclos. Sa némésie n'est point amenée du dehors. Le séducteur est tué en duel, et les femmes reçoivent le juste châtiment de leurs méfaits. Voilà donc une morale exemplaire. Eh bien, ce n'est point assez, ou plutôt c'est à côté, et on détache très bien la moralité de la fable. Tous les lecteurs voudront vivre la vie intense de ces passions, et se flatteront d'échapper à leurs sinistres conséquences. La punition des coupables ne fait que venger la règle des muresses, elle n'en assure pas l'observance.
La vertu elle-même n'est pas rendue éclatante par la laideur des vices, si bien peint, trop bien peint. C'est donc un mauvais livre. Justement, c'était l'époque des mauvais livres. Après les liaisons dangereuses, en juillet de la même année, les Confessions de Rousseau, en juin 1783, la répétition du mariage de Figaro, à Versailles, arrêtée d'ailleurs par ordre de Louis XVI, sans parler d'un recueil obscène de Mirabeau, qui n'est pas de la littérature. Le scandale a duré. En dehors de Nodier, qui prétend que l'ennui devrait depuis longtemps avoir fait justice de ce satiricane de Garnison, et de Janin, qui l'appelle un pâle et licencieux reflet de la nouvelle Héloïse, la critique s'est tue, effrayée. Il y a quelques mois seulement, on a publié des notes inédites de Baudelaire. Il n'était pas homme à se scandaliser. Le premier il osa déclarer que c'est là, un livre de moralistes aussi haut que les plus élevés. Mais il s'est attaché surtout aux muresses et au caractère. Sur la morale il dit trop ou trop peu, tous les livres sont immoraux. De Le Monde. Je n'en pense pas de bien, je n'en dirai pas de mal, je ne pense pas que c'est tout, mais je ne dirai pas que ce n'est rien, c'est l'écume argentée au bord de l'océan humain. Anatole France. Les personnages des liaisons dangereuses forment, dit Grimm, ce qu'on appelle la bonne compagnie et qu'on ne peut se dispenser d'appeler ainsi. En effet, ces gens sont polis et policés, ils vivent dans le luxe, ils font partie des classes qui gouvernent, et ils savent par éducation ce qui doit se faire, ils violent la loi morale, mais ils ne l'ignorent pas. Il faut aimer ce mot de monde dans le sens d'élite. Il ne s'écarte guère de son étymologie mundus, cosmos, ce qui est propre, le contraire d'immonde, et aussi la planète Terre et les astres du même système. Cette société ne se prend elle pas pour l'univers, et ne voit elle pas en elle la quintessence de l'humanité. Ils sont gens du monde, mais en même temps ils sont les figures de leur époque très circonscrite, et la pièce dont ils sont les acteurs ne saurait se passer dans un autre pays ni dans un autre temps. Un poème est logiquement conçu, si la fable justifie la thèse, si l'exemple est bien adapté à la morale. Les vieux rhapsodes n'y manquaient pas. Leur objet c'était la société héroïque, leur sujet, la guerre de Troie ou les sièges de Thèbes. Les deux éléments des liaisons dangereuses sont, 1 la vie mondaine, 2 la décadence de l'aristocratie à la fin du XVIe siècle. Les vices décrits par l'auteur éclosent dans un milieu spécial. Ce n'est pas la cour, où ces vices fleurissent aussi mais subordonnés à d'autres préoccupations, l'art de gouverner par exemple, une vie de représentation pompeuse, symbole où s'étale la souveraineté traditionnelle. Ce n'est point la bourgeoisie, elle a des muresses plus graves, elle exerce des professions, attache moins de prix à l'élégance, et y a du reste moins d'aptitude. Il ne peut être question du peuple, dont la seule apparition quelques années plus tard fera évanouir ses passions et leur grâce, dans leur décor de féerie mensongère. C'est la noblesse oisive. Ce n'est guère plus une caste, mais c'est encore une classe, qui, par définition, vit pour le plaisir et pour la vanité. On ne voit pas trace d'autres passions. La personne n'est émue par l'ambition ni par la curiosité d'esprit, la religion, qui est l'ambiance héréditaire de toute la société, n'y fait sentir sa présence que lorsque les fautes de conduite y sont imminentes ou accomplies. Plaisir et vanité, ce sont bien les mobiles essentiels des oisifs. Un symptôme irrécusable les annonce, la frivolité, le signe certain de décomposition sociale, la tare indélébile des existences sans but. Ce tableau de Murès précise d'autant mieux l'époque qu'il y manque, en ce siècle de l'esprit, la littérature. La lacune s'explique. Les années qui roulent autour des liaisons dangereuses ont éclairé un entr'acte de la vie pensante. Les grands philosophes sont morts ou mourants, les futurs idéologues sont encore obscurs.
Ce n'est pas qu'on ne soit étourdi du bruit que font les académiciens, les poètes, les pamphlétaires, les diseurs de bons mots. Mais Laclos n'entendait pas faire un roman cyclique comme Gil Blas, il ne peignait pas toute la société. Ces personnages ne sont occupés que de leur passion, ils ne représentent que des formes de sentiments. Son roman est donc bien un roman de muresse, mais non au sens de recueil de travers ou de mode du moment, c'est un roman de muresse permanent. Trois L'art Les liaisons dangereuses sont une œuvre forte, pleine, l'œuvre de la 40e année, celle qu'on a longtemps mûrie, et qu'on écrit en toute sécurité de méthode et de style. C'est un roman par lettres, forme d'expression psychologique, qui permet d'expliquer bien des nuances, mais se prête peu à l'exposition des événements, n'en montre que la répercussion. Son appareil factice est visible. Quand une lettre commence par une situation fixe, elle finit par un fait catastrophique, et réciproquement. Ce genre tient du théâtre, car il dialogue et nécessite des ressorts imprévus, mais c'est un théâtre lointain, où les personnages se présentent successivement et ne parlent qu'indirectement. Les moralistes doués du génie sermonnaire affectionnent le roman par lettres, Richardson, Rousseau, Sénancour, Madame Sand, Cherbulier. Laclos y excelle. Il y a pourtant de la répétition dans la correspondance de Valmont et de Madame de Tourvel, la situation traîne, les décisions ne sont pas franches. Ces lettres méritent bien rares, n'ont pas le style épistolaire, jamais de protocole, de description, de digressions. C'est un style d'action, in media res. Comme c'était un roman par lettres, on a voulu que ce fût la langue de la nouvelle Héloïse. Loin d'être la langue de Rousseau, ce serait plutôt celle de Voltaire, abstraite et sans onction, précise sans purisme, et allant à son but comme une flèche. À une époque d'emphase et de déclamation, cette forme surprend par sa vive sobriété. Pas d'exclamation, nulle apostrophe, parfois des traits plus fermes, un ton plus grave font penser à Montesquieu. La lettre Eltre qui, la fameuse lettre où Madame de Merteuil expose sa vie, l'affranchissement de tout préjugé, la doctrine de domination qu'elle s'est formée, est écrite presque dans le style du dialogue de Sylla et de Crates. Mais moi, qu'ai-je de commun avec ces femmes inconsidérées? Quand m'avez-vous vu m'écarter des règles que je me suis prescrites, et manquer à mes principes? Je dis mes principes, et je le dis à dessein, car ils ne sont pas comme ceux des autres femmes, donnés au hasard, reçus sans examen et suivis par habitude. Ils sont le fruit de mes profondes réflexions, et je puis dire que je suis mon propre ouvrage. C'était un avantage pour les écrivains de la fin du XVIe siècle, de n'avoir lu que des auteurs consacrés, d'une période étroite, très peu de vers avant Malherbe, très peu de prose avant Pascal. Dégagé de la recherche des formes et des curiosités du vocabulaire, il portait plus d'attention sur l'ordonnance, sur la relation des idées entre elles. La composition de Laclos est d'un tacticien, sa discussion d'un dialecticien. À chaque lettre de nouveaux sentiments apparaissent, amenant logiquement la succession des faits. Laclos se flatte, dans sa préface, d'avoir fait parler à chaque personnage le langage de son caractère et de son état. Témoignage mérité. Les gens du monde qui sont en majorité dans le roman parlent une langue pure, classique, sans accent. Le magistrat qui, après la catastrophe, annonce qu'il va tout apaiser, si les intéressés veulent être discrets, a juste l'autorité et la sagesse désabusée qui conviennent. La lettre où le fidèle Bertrand fait le récit du duel et de la mort de Valmont est respectueuse, mais digne et empreinte du sentiment qu'il occupe une place honorable dans la famille. Le chasseur Azolan, ce nom est pris d'un conte de Voltaire, écrit à Valmont en un style aisé de faquin, portant avec fierté les vices qui le rendent si précieux à un petit maître sept. Les phrases d'écolière de la petite Volanges, ses expressions courtes et naïves, sa syntaxe plate sont bien de la pensionnaire,
qui ne demande qu'à être séduite. La présidente dévote a les élans voluptueux et mystiques du style prêtre. Valmont agit à la fois par la persuasion enveloppante, le persiflage et la netteté cynique. La tante indulgente et vertueuse écrit avec de l'azur, un peu pâli. À propos de Madame de Merteuil, de sa précision impérieuse, de son implacable moquerie, nous n'avons pas craint de nommer Montesquieu. Tout peintre de Muret participe à l'art de son temps. On a rapproché de Laclos divers artistes, notamment Fragonard et Moreau le Jeune, il est bien plus près de Greuze. C'était la vis des Goncourt qui réhabilitèrent l'art du XVIe siècle. Greuze, moraliste et disciple de Diderot, voulut être le peintre de la vertu, mais la vertu qui revient sans cesse sous ses pinceaux, disent les Goncourt, semble sortir des contes de Marmontel, avec une pointe de libertinage. L'ingénuité qu'il personnifie est l'ingénuité même de Cécile Volanges. 4. Les caractères ces mondains passionnés ne manquent pas de sens critique et chacun définit très bien les autres. Voici le portrait de Cécile Volanges, par Madame de Merteuil, sans esprit et sans finesse, elle a pourtant une certaine fausseté naturelle qui quelquefois m'étonne moi-même et qui réussira d'autant mieux que sa figure offre l'image de la candeur. Et plus loin, je me désintéresse entièrement sur son compte. J'aurais eu quelque envie d'en faire une intrigante subalterne, et de la prendre pour jouer les seconds rôles, sous moi, mais je vois qu'il n'y a pas d'étoffe, elle a une sotte ingénuité, et c'est, selon moi, la maladie la plus grave qu'une femme puisse avoir. Elle dénote surtout une faiblesse de caractère incurable et qui s'oppose à tout, de sorte que, tandis que nous nous occuperions à former cette petite fille pour l'intrigue, nous n'en ferions qu'une femme facile, et je ne connais rien de plus plat que cette facilité de bêtise qui se rend sans savoir ni comment ni pourquoi, uniquement parce qu'on l'attaque et qu'elle ne sait pas résister. Valmont est bien dessiné par Madame de Volanges, qui ne se doute pas qu'il séduira sa fille. Il sait calculer tout ce qu'un homme peut se permettre sans se compromettre, et pour être cruel et méchant sans danger, il a choisi les femmes pour victimes. Il faut qu'il y ait quelque chose de vrai dans cette observation fondée sur la faiblesse des femmes. Leur insolence pourtant, leur raillerie, les faux respects dont elles sont entourées, tout cela devrait leur servir de sauvegarde, et reste sans force devant leur curiosité, leur sensualité, et cette présomption qui les porte à s'exposer, en se croyant capables de se ressaisir. Les 3 premiers personnages sont, Valmont, Madame de Merteuil et Madame de Tourvel. Valmont est le Don Juan de l'époque, si l'on peut remonter à ce héros presque mythique de la séduction et du blasphème. Ses modèles les plus rapprochés sont Lovelace dans les imaginaires, et parmi les individus réels, vraisemblablement le maréchal de Richelieu, son fils Fronsac, Lauzun Biron. Lovelace est le produit d'une race plus forte, plus hardie, de l'athlétisme anglo-saxon. Par là il dépasse Valmont, qui est surtout homme de salon, et dont les goûts, les sentiments, l'esprit sont plus étriqués, mais avec plus de souplesse, et plus de grâce. Tous deux d'ailleurs dans l'amour ne cherchent que le charme de longs combats, et les détails d'une pénible défaite. Les ressorts de Valmont sont le besoin du plaisir, la vanité, l'impudence, l'égoïsme féroce. Il commet des noirceurs inutiles, il se complaît à des intrigues basses. La lecture subreptice des lettres de la présidente, la comédie de charité organisée pour frapper son imagination à travers son cœur, et surtout le viol à demi consenti de la jeune Volanges, voilà des actes de pure dépravation. Il a d'ailleurs le goût de l'observation, son tableau des gaucheries du jeune chevalier de Malte est joliment tracé. Puisque vous commencez à faire des éducations, apprenez à vos élèves à ne pas rougir et se démonter à la moindre plaisanterie, à ne pas nier si vivement pour une seule femme, ce dont ils se défendent avec tant de mollesse pour toutes les autres. Apprenez-leur encore à savoir entendre l'éloge de leur maîtresse,
sans se croire obligé d'en faire les honneurs, et si vous leur permettez de vous regarder dans le cercle, qu'ils sachent au moins auparavant déguiser ce regard de possession, si facile à reconnaître, et qu'ils confondent si maladroitement avec celui de l'amour. L'acte culminant de sa vie, c'est la séduction de la femme vertueuse. C'est de la vertu plutôt que de la résistance féminine qu'il veut triompher. Quel délice d'être tour à tour l'objet et le vainqueur de ses remords. Loin de moi l'idée de détruire les préjugés qui l'assiègent, ils ajouteront à mon bonheur et à ma gloire. Qu'elle croit à la vertu, mais qu'elle me la sacrifie. Que ses fautes l'épouvantant sans pouvoir l'arrêter, et que, agitée de 1000 terreurs, elle ne puisse les oublier, les vaincre que dans mes bras. Le caractère principal, le portrait auquel l'artiste a donné une beauté effrayante, c'est celui de Madame de Merteuil. Les femmes meneuses d'hommes ne manquaient pas en ce siècle. Il s'était ouvert par Madame de Maintenon, le génie de la direction, dit Michelet, allant au pouvoir par les voies cachées en déclinant les apparences. Madame de Tencin avait suivi. La femme qui devina Montesquieu, qui groupa les premiers philosophes dans son cercle de mères de l'Église, qui, dès 1743, prédit la Révolution en annonçant « la culbute de l'État », était un étonnant mélange d'ouverture d'esprit et d'immoralité, de sécheresse d'âme et d'hypocrite douceur. On sait le mot de l'abbé Trublet raconté par Chamfort, si elle eût eu intérêt à vous empoisonner, elle eût choisi le poison le plus doux. C'est elle qui disait que, les gens d'esprit faisaient beaucoup de fautes de conduite, parce qu'ils ne croyaient jamais le monde assez bête, aussi bête qu'il l'est. Une autre femme d'intrigue et d'ambition a pu également servir de modèle au peintre, Madame de Gramont, la Chanoinesse, qui avait inauguré le règne des Choiseul, et qui pensait pour toute la famille. L'âge de Madame de Merteuil n'est pas indiqué, ni celui de Valmont, mais ils ne sont plus de la première jeunesse, puisqu'elle lui écrit, lettre X, en parlant de la présidente, cette femme, qui vous a rendu les illusions de la jeunesse, vous en rendra bientôt aussi les ridicules préjugés. Quel que soit son âge, la supériorité de son intelligence, la marque pour les premiers rôles, grands rôles mondains, de vie privée. Son but c'est la domination, son moyen, l'intrigue. Elle veut en tenir école, mais école secrète. Il faut qu'elle soit bien artificieuse, pour qu'en ce temps d'universel décret réciproque sa réputation reste intacte, jusqu'à la catastrophe. La considération lui est nécessaire pour dominer, et dominer, c'est aussi jouir sans trouble, car elle est à la fois perverse et sensuelle. Le trait le plus original de son caractère, après tout cela qui sont communs à tant d'autres femmes, c'est le mépris de la faiblesse, le culte de la volonté. L'orgueil et le ressentiment mènent à sa perte cette âme altière. Elle n'a jamais pardonné à Valmont, qui ne s'en doute pas, de l'avoir quitté. Pour le même crime, la vengeance qu'elle veut tirer de Gercourt dépasse toute mesure. Et dans sa conduite envers Prévan l'art n'égale-t-il pas la perfidie? Quant à Prévan, écrit-elle à Valmont, je veux l'avoir et je l'aurai, il veut le dire, et il ne le dira pas, en 2 mots voilà notre roman, et elle tient parole. Elle est jalouse de la beauté de la présidente, qu'elle n'a vue qu'une fois, il ne lui suffit pas de l'emporter par l'esprit. Quand la guerre est déclarée, sa constance ne se dément pas, jamais de plainte ni de prière. Elle fait tête à l'orage, et fuit sans rien dire, après la défaite, vers de nouvelles destinées. Ruinée, éborgnée, défigurée, elle abordera la Hollande, le pays des libelles, des intrigues et des conspirations. Mais le personnage le plus instructif, le plus contrasté de révélations inattendues, c'est la prude, tendre et dévote présidente de Tourvel. Elle est présidente, parce que, au noble d'épée qu'est Valmont, il fallait une victime de robe, une vertu bourgeoise appuyée sur les principes de la morale et les pratiques de la religion.
Alors, a lieu ce duel fondé sur l'attrait de la dévote et du roué, les deux types se complètent. Valmont est l'homme à bonne fortune, sa réputation le précède, et devrait avertir Madame de Tourvel, mais la curiosité la tient attachée à ce problème de corruption. Ravie en adoration du principe masculin brillant et dangereux, elle se joue à elle-même la comédie de convertir le débauché. Dans sa moralité incertaine, elle voudrait les agréments du vice et les avantages de la vertu. Aussi, voir son aigreur contre l'ami qui l'a éclairée, et dont elle suit pour un temps, et bien à contre-cœur, les conseils de prudence. Elle lui en veut de ne pas reconnaître une vertu si rare. Elle a l'esprit tellement faussé par la dévotion qu'elle en vient à se persuader que l'homme qui l'a séduit ne peut être qu'un saint. Il n'y a, dans cette sensualité qui s'ignore, pas l'ombre de l'intellectualité de Madame de Merteuil. Quelle fausseté dans son manège! Elle ne se lasse pas d'écrire à Valmont qu'elle ne lui écrira plus, et cela, dans un flot de reproches à peine justifiés, presque insolents, et, à chaque lettre, son ardeur renaissante ouvre au séducteur une porte de rentrée. La femme qui implore est toute prête à céder. Madame de Tourvel supplie en phrases touchantes et d'une mélopée d'héroïde, « Voyez votre amie, celle que vous aimez, confuse et suppliante, vous demandez le repos de l'innocence. Ah, Dieu! Sans vous, elle était jamais réduite à cette humiliante demande. Je ne vous reproche rien, je sens trop par moi-même combien il est difficile de résister à un sentiment impérieux. Une plainte n'est pas un murmure. Faites par générosité ce que je fais par devoir, et à tous les sentiments que vous m'avez inspirés je joindrai celui d'une éternelle reconnaissance. Adieu, monsieur. L'honnête femme en prière nous en impose. Elle est plus tentatrice que la courtisane. La vertu ainsi abaissée est l'excuse de Don Juan. Certes, Madame de Tourvel est le plus immoral des personnages du roman. Les autres bravent la morale, celle-ci la dégrade. Ces trois types, Valmont, Madame de Merteuil, Madame de Tourvel, n'étaient pas rares. Ils signalaient la faillite d'une société par trois formes de déchéance, l'effémination de l'homme tombé à des fourberies indignes et dénuées de toute élévation d'esprit, la déviation de la femme de tête organisant la domination en vue du plaisir, et l'avilissement de l'héroïne intéressante vertueuse et pleurarde. C'était bien le temps anormal et malsain qui appelait le retour à la nature et nécessitait le remède de la loi. L'humanité Laclos a une conception personnelle de l'espèce humaine. Il divise la société en deux classes, les honnêtes gens, niais, étourdis, dupés, se tirant des difficultés avec l'estime publique. Madame de Tourvel, dans sa grande douleur, meurt entourée d'amis, plainte et respectée, puis les autres, intelligents, astucieux, arrivant à leur fin, embrouillés dans leurs fils, finissant mal. Il indique très bien les âges. L'extrême jeunesse, naïve et confiante, fautive, mais se relevant par une crise de conscience. Le chevalier d'Anceny provoque Valmont, Cécile Volanges s'enfuit au couvent. La seconde jeunesse, très dangereuse, active, expérimentée, c'est l'âge indécis de Valmont et de Madame de Merteuil. L'âge mûr, voyant juste chez autrui, faux dans sa propre cause, Madame de Volanges qui juge si bien Valmont et qui surveille si mal sa fille. La vieillesse prudente, tolérante qui apaise, éteint tout, c'est l'œuvre de Madame de Rosemonde, du président sagace, de l'honnête Bertrand. Mais nulle bonté vraie en tout ce monde, de la sagesse, des principes. La bonté avait été comprise et professée par Diderot. Il la proclamait au milieu des éclairs, dans un ciel fumeux. Rousseau avait ramené de l'Antiquité classique la vertu, et de sa vie errante, abandonnée, il avait tiré la sensibilité. La bienfaisance, un mot de l'abbé de Saint-Pierre mis par Voltaire en circulation, s'illustrait par Helvétius, par d'Holbach. Elle était fastueuse, théâtrale. Valmont,
pour intéresser Madame de Tourvel, fait mouvoir un ressort de ce genre. Valmont n'est pas seulement un corrupteur, il est aussi un méchant. Au XVIe siècle, le mot signifiait « mauvais, mal fait, de méchant vers ». Le XVIe siècle lui donne le sens qu'il a conservé, l'homme qui nuit par excès d'égoïsme, pour montrer son esprit, son absence de scrupules, ou même pour le seul plaisir de nuire. Leur bien premièrement, et puis le mal d'autrui, a dit La Fontaine. Le héros de Gresset est le méchant au second sens. C'était, disait-on, Stainville, Choiseul, à ses débuts, comprometteur de femmes, pas encore homme d'État. Le misanthrope soupçonneux, insociable, envieux, c'est Rousseau, que les encyclopédistes appellent un méchant. Il leur renvoie l'injure, les taxes de persécution. Mais pour la première fois dans l'histoire de la morale humaine, la philosophie dégageait de la morale religieuse le phénomène de la méchanceté. La religion est dans le roman une pure sauvegarde de la morale. Le père Anselme, par qui Valmont trouve moyen d'arriver à Madame de Tourvel, est, dans sa Duprie, fort digne et respectable. Madame de Merteuil, hypocrite de Murès, ne leste pas de religion, elle persuade à la jeune Volanges que son confesseur a trahi son secret. Laclos, dans une note, signale ce ton d'impiété. Lui-même est bien en avant du voltairianisme courant. Il ne s'agit plus d'affranchir l'esprit humain, mais de renouveler les lois et les Murès. Tel était le fond de sa pensée, si l'on en juge par ses écrits ultérieurs, insignifiants au regard de son chef-d'œuvre. Ici, il se sent faible sur ce point délicat du remède à tant de maux. Il fait parler la vieille tante, Madame de Rosemonde, qui résume à la fin le grec, Maïsas des lois oti. Il faut, dit la bonne dame, s'en tenir aux lois et à la religion. Cela a l'air simple, mais pourquoi les lois et la religion ont-elles si peu d'empire? On les élude, on les brave, et d'ailleurs elles sont variables. Les codes et les catéchismes sont l'œuvre de magistrats et de prêtres de sang-froid. Quand ils quittent la robe ou la simarre, ils sont comme l'un de nous. En tenant pour vrais ces lois et ces dogmes, qui les rendra efficaces. Le roi, aurait dit l'Ancien Régime, le droit, répond la Révolution. Sisley, Liaison dangereuse, et la Révolution. Les notes informes de Baudelaire sur Laclos sont parsemées d'éclairs, ce sont des idées qui pourraient devenir des théories, susciter au moins des recherches. Il faut lui passer ses tirades sataniques, son péché originel, qui l'oppose au « bon cœur » dissolu des romans humanitaires de Madame Sand. Il a en général bien marqué le trait distinctif des caractères du roman, sauf en ce qui concerne Madame de Tourvel, qu'il appelle « une Ève touchante, un type simple, grandiose, attendrissant ». Mais on peut s'arrêter au rapport qu'il signale entre l'érotisme du XVIe siècle et la Révolution. La Révolution, dit-il, a été faite par des voluptueux. Certes, il y en a, le duc d'Orléans, Saint-Just, Héroséchel et d'autres, mais il y a aussi des puritains. Les livres libertins, dit-il encore, commentent et expliquent la Révolution. Formule obscure. Veut-il dire que la barbarie renaît de la corruption? Ou bien que la société décrite par cette littérature allait à sa subversion totale? La première proposition est vague et incomplète. Ce n'est pas parce qu'il y avait plus de luxe, plus d'amour du plaisir, plus de raffinement dans les arts et plus de livres libertins, que la Révolution a accéléré sa marche et a eu sitôt recours à des méthodes d'extermination. La cruauté juridique, la terreur, un moment érigée en système par des politiques affolées, sortait tout naturellement de la pression des événements. Les mobiles de la terreur sont complexes, et encore difficiles à démêler. La seconde explication paraît plus près des faits. Oui, la société ainsi décrite s'imagina se régénérer par la violence. Ce mot régénérer,
comprend au figuré, se ramène ici facilement au sens propre. Car Baudelaire cite Monsieur de Maistre, au moment où la Révolution éclata, la noblesse française était une race physiquement diminuée. Baudelaire ajoute, la Révolution a pour cause principale la dégradation morale de la noblesse. Il revient au physique par une citation de Bernardin de Saint-Pierre. Si l'on compare la figure des nobles français à celle de leurs ancêtres, dont la peinture et la sculpture nous ont transmis les traits, on voit à l'évidence que les races ont dégénéré. Étude de la nature. Ici la race c'est l'époque, aucun mouvement de peuple ne s'étant opéré en France de 1715 à 1789. La dégénérescence, si elle est constatée, est bien la décomposition physique et morale d'un certain groupe de familles, sous l'influence des idées et des institutions, soit par l'abandon des traditions et des principes, soit par l'insuffisance des dogmes ou des garanties. On pourrait alléguer les mariages de la noblesse avec les filles des financiers, mais on ne manquerait pas de répliquer que le sang plébéien rajeunissait la race. La décadence physique n'étant attestée que par quelques bastes et quelques gravures, il y avait une dépression morale due à l'usure des institutions. Les écrits qui peignaient cette société et lui montraient à nu ses vices lui faisaient horreur et dégoût. On dit souvent que c'est le mariage de Figaro qui annonça le prochain cataclysme. Cette œuvre, connue dès 1783, ne fut jouée qu'en 1785, et les liaisons dangereuses parurent en 1782. Regardons la série des dates, elles sont instructives. 1782. Les liaisons dangereuses. Les confessions. 1783 Répétition du mariage de Figaro. 1784 Les mémoires de Beaumarchais. 1785 Polémique avec Mirabeau. Mariage de Figaro. 1786 Affaire du collier. À la suite des encyclopédistes, une littérature toute politique et sociale abonde en projets de réforme. Il y a beaucoup de citoyens. Ils règlent les finances, la police et la justice, l'hygiène publique et privée. Ils légifèrent. Leurs brochures, leurs pamphlets, leurs mémoires, leurs rêveries, s'échelonnent de 1783, Mémoire sur la Bastille, de Linguet, à 1789, Qu'est-ce que le tiers-État, de Sieyès. La Révolution est une leçon terrible qui n'a pas servi. Ceux qu'elle a frappés l'ont regardé comme une iniquité du ciel et des hommes, ceux qu'elle a privilégiés copient les vices qui l'ont rendue inévitable. Les romans satiriques sont toujours de circonstance, comme peinture, mais non comme enseignement. Les révolutions développent l'esprit humain et adoucissent les lois, sans corriger la conduite. L'art est indépendant de ses effets sociaux, il influe sur un événement et le précipite, l'événement passé, l'œuvre reste, objet d'exécration pour les contemporains, d'admiration pour la postérité. Janvier 1904. Appendice Portrait du chevalier de Boufflers sous le nom de Fulbert publié par Laclos dans la Galerie des États généraux. Fulbert eût été le plus heureux des hommes s'il avait pu demeurer toujours à 25 ans. Écrits voluptueux, couplets amusants, vers agréables, cette foule de rieurs qui font le succès d'une jeunesse partagée entre l'amour et les talents, donne une espèce de célébrité, mais lorsque la raison revient revendiquer ses droits, elle rougit des succès dus à de si petites causes. Fulbert en est à ses tristes expériences, il a voulu faire succéder la vérité au conte, la pensée au coloris, la méditation à la poésie. Quel a été son étonnement, lorsque l'habitude des choses frivoles a rendu pénible l'usage de l'esprit appliqué à des vues plus utiles. Fulbert abonde dans ce qu'on appelle esprit, et il parle comme quelqu'un qui a besoin de ne rien perdre. Né sérieux, il veut être grave, bon, il veut être caustique, paresseux, il veut jouer le travailleur. Il court après les petits succès et paraît les dédaignaires.
à peine fut-il parvenu au fauteuil qu'il plaisanta sur les honneurs académiques. Il est né 80 ans trop tard. Du temps des Fontenelle, des Lamotte, des Gresset, il eût brillé sur le Parnasse français. À l'époque où nous nous trouvons, qu'est-ce que l'esprit tout seul, ou de l'esprit poétique, ou de l'esprit d'académie, ou de l'esprit de boudoir, ou de l'esprit des soupers? Nous évitons, à un certain âge, le ridicule des couleurs tendres, de la danse et autres amusements. Qui n'a pas l'esprit de son âge a tout le malheur. Point. Note 1. Le dossier en est reproduit dans les pièces justificatives d'un récent travail. C'est un mémoire inachevé de Laclos sur l'éducation des femmes, publié par Monsieur Champion d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale. Paris, Vanier, 1903. 2. La seule biographie qui soit mentionnée dans les encyclopédies est une notice sur le général Laclos par Pariset, plaque. In 8, sans lieu ni date. Nous ne parlerons pas d'une publication parue récemment dans une revue, et où figurent des lettres de Laclos au duc d'Orléans, lettres dont l'authenticité aurait mis en éveil Émile Chasse lui-même. 3. Impromptu de Monsieur de Laclos à une dame, à qui il offrait une pomme dans un bal, et qui ne voulait la recevoir qu'avec des vers. Comme Vénus vous êtes belle, comme Paris je suis berger, comme lui je viens de juger, voulez-vous me traiter comme elle? 4. Michelet sans doute avait lu la phrase des Mémoires de Tilly, 1828. Un grand monsieur, maigre, jaune, en habit noir. De là, l'homme noir. 5v. Ce portrait à l'appendice. 6. Il existe à Versailles un autre portrait de Laclos, par Ducreux. Celui dont nous parlons est de Boilly. 7. Le mot, comme on le sait, date de Louis XIV. L'encyclopédie le définit ainsi: petit maître, nom qu'on a donné à la jeunesse ivre de l'amour de soi-même, avantageuse dans ses propos, affectée dans ses manières et recherchée dans son ajustement. Quelqu'un a défini le petit maître, un insecte léger qui brille dans sa parure éphémère, papillonne et secoue ses ailes poudrées. Nos petits maîtres, dit Voltaire, sont l'espèce la plus ridicule qui rampe avec orgueil sur la surface de la terre. Note sur la transcription: les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée. Les numéros des pages blanches n'ont pas été repris. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book. Note sur Laclos et les liaisons dangereuses. Astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Electronic Works to protect the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale Concept and Trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.
Start, full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Works. A by reading or using any part of this Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Work. You indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. License when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol. Marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.
Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation,
the trademark owned, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501 c3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Fondation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. A text prepared by Claire Otti, Hélène de Mink, and the online distributed proofreading team, http://www.pgdp.net from page image generously made available by Internet Archive / Canadian Libraries, http://archive.org/details/Toronto. Note sur la clos et les liaisons dangereuses. Tabli Laclos I2 3 4 2 Les liaisons dangereuses I Laclos moraliste 2 Le monde 3 L'art 4 Les caractères V L'humanité 6 Les liaisons dangereuses et la révolution Appendice Note, le full project Gutenberg. Licence 1 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 2 5 26 27 28 29 3 0 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40 41 43 44